Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux chaque midi avec nous. Bonjour Céline. Bonjour David. On est aujourd'hui mardi 15 décembre, dans 10 jours. C'est Noël. C'est Noël et dans 9 jours aussi c'est le réveillon. En tout cas aujourd'hui on ne va pas parler de Noël, on va parler de choses beaucoup plus graves puisqu'on reçoit Jean-Marie Nomertin qui est le secrétaire général de la CGTG. Bonjour. Bonjour, bonjour. Avec lui on parlera d'un problème très grave qui concerne son syndicat. Plus tard nous parlons de la COP 21 mais vue de la Guadeloupe. Et puis, on n'aura pas de chocolat aujourd'hui, Céline, ce sera pour demain. Ah, quel dommage. Oui, dommage. Ça tombe demain, alors. Demain, ça tombe demain, ce sera encore plus proche de Noël. Sinon, je vous laisse développer les titres de l'actualité. Donc, dans les titres de ce mardi, eh bien, nous tournerons bien sûr une page de l'actualité sociale avec M. Nomertin de la CGTG qui est avec nous, mais aussi ce bras de fer qui est entamé depuis ce matin entre le personnel de la direction d'Orange Caraïbes et cette même direction. À l'appel des syndicats, une grève illimitée est entamée depuis ce matin. Nous entendrons dans notre journal les deux parties, les grévistes mais aussi la direction d'Orange Caraïbes qui a souhaité s'exprimer. Harry Chalus en Guadeloupe, Alfred Marie-Jeanne en Martinique, de nouveaux présidents de région et autant de nouveaux interlocuteurs pour la ministre des Outre-mer, Georges-Paul Angevin. Nous l'entendrons dans ce journal s'exprimer donc sur ces nouvelles têtes, à la tête donc des régions Guadeloupe et Martinique. Voilà, mais merci. Alors je commence tout de suite par la CGTG. Je vais vous lire un extrait d'un document qui circule. Le 25 avril 2015, la Cour d'appel de Pointe-à-Pitre confirmait et aggravait une condamnation inadmissible en diffamation envers la CGTG. La CGTG, tout le monde le sait, c'est la Confédération Générale des Travailleurs du Travail de la Guadeloupe et deux de ses militants. Les plaintes avaient été déposées par Jean et Martin Despointes, actionnaires principaux de Carrefour Médénis aux Abîmes, parce que dans un tract, la CGTG qui s'opposait à un plan de licenciement a écrit, je cite, que les actionnaires Despointes pouvaient prendre sur leur fortune personnelle et rappeler que la famille Despointes a bâti toute sa fortune sur la traite négrière, l'économie de plantation et l'esclavage salarial. Fin de citation. C'est pour avoir écrit cette phrase que la CGTG et deux de ses militants ont été condamnés à payer, tous frais confondus, la somme colossale de 55 000 euros. Bonjour Jean-Marie Nomertin, 55 000 euros, vous avez ça en caisse? Nous pas tenir en caisse, hein, donc ça qui d'abord pour nous peut dire, c'est une décision de justice qui est unique, qui est aussi grave. Parce que le juge là qui prend décision là, Denis Gaillard, il a revu l'histoire, il a révisionné l'histoire, son renégat, il a fait fi à toute histoire nous et toute vérité historique pour dire qu'elle est des pointes, tenir raison le fait qu'il a attaqué nous pour diffamation, non seulement il a confirmé la décision, mais il a encore un paquet de l'argent. Alors oui, bon, depuis la décision a tombé au mois d'avril 2015, les juges, alors nous avons dit ça aussi, c'est important, nous avons une série de, on n'est pas des moines, des militants qui ont dit que si c'était eux, ils n'ont pas été payés. Nous pas payés, ils ont saisi contre nous. Nous avons pris la décision le 25 avril 2015. Ils ont notifié nous par voie du dossier en mai 2015 et nous refusé de payer. Ils ont saisi contre nous et c'est parce qu'ils ont saisi contre nous que justement ils ont touché l'argent à eux. Alors, le juge de l'exécution, il a raison et là, les comptes saisis. Les comptes saisis comptent à les camarades, les deux, et la CGTG. Mais ça, il faut savoir, c'est que nous ne pouvons pas laisser les camarades payer, c'est la CGTG qui est payée. Oui. À une action syndicale, en militant, pas ni à payer les pots cassés. Mais ça quand même en difficulté. Ça t'est qu'à mettre nous en difficulté. Oui. Ça t'est qu'à mettre nous en difficulté parce que depuis lors, nous lançons, donc depuis le mois de novembre, nous lançons octobre, nous lançons en campagne déjà à dans le premier temps des des personnalités puis signer un texte de soutien qui est plus de 50 signés. Ensuite, rencontrer les présidents des collectivités vers les maires
de tous ceux qui répondent officiellement, c'est M. Jalton et M. Bangou a donc déclaration commune où là, il n'y a pas à contester décision de justice, mais il y a dit ensemble d'habitants qui, pour moi, c'est la limite que tu peux faire. Parce que, en fait, il faut critiquer des justice d'aller. Et troisième élément, c'est les soutiens. Nous lancer des listes de souscription et des soutiens financiers et des dons qui arrivaient. Et résultat, ça permet nous de ramasser au moins plus de 45 000 euros. Donc nous, 6 points là, ça, les organisations, les personnalités, les militants, les retraités aussi, parce qu'il y a le retraité qui est en Guadeloupe, qui est en Martinique, qui est en France, qui a milité dans les syndicats et particulièrement dans les CGT, ils ont dit nous, c'est inadmissible, c'est inconcevable, et il y a nous pas 50, pas 100, pas 200 euros, qui fait que nous n'y sommes là ça. Ni aussi le syndicat en Martinique, la CGTM qui a loué nous 1 000 euros, ni le Carré-Sol qui engagé à fond souscription de 5 000 euros. Vaille que vaille, il y a bon nous, ça y a récolté, mais il y a bon nous les 5 000 euros, et il y aura 2 100 euros de versement officiellement. Donc, non, ni on est dans de solidarité qui a fait que jour-là, nous peut faire face. Mais nous pas encore bout taper dans nous, nous pas bien dit jour-là, ni une décision de justice qui contre nous, ni un pouvoir patronal contre nous, les gros, ça nous savent ça, mais en plus, la sécurité qui est derrière nous assujettis assure l'exonération des charges. On est 5 salariés à la CGTJ. Nous avons payé chaque trimestre 9 100 euros de charges sociales salariales. Le patronat nous exonéré. Nous bien dit que le 15 octobre, nous pas de la sécurité, nous bloqué. Nous bloqué 30, au total, avec ta viardo que nous avons compté à dedans, nous bloqué plus de 35 000 euros en nous. Et nous déjà payons partie. Nous ne pouvons pas payer. Quand il ouvre la sécu fait, il y a qui dit que puisque nous pas déclaré et nous pas payé, nous dit nous pas déclarer, ça nous capables de payer. Nous pas payer, nous pas déclarer. C'est logique. Nous pas qu'on les volait des grands patrons qui a doué la sécu l'argent, ils ont fait déclaration, ils pas payé rien, ils pas condamné pour la plupart. Nous, qu'à nous fait? Nous dit officiellement ça nous a fait. Eh bien, la sécu bon nous 15 000 euros à payer. Donc on y a une alliance totale de toutes les institutions contre nous. Il n'y a pas de moratoire par rapport à ça. Mais nous, il était pas dit nous bon attendre quand on nous bloqué, si le juge de l'exécution a dit nous OK d'accord pour l'étalement, ça qui est refusé, nous qui est vrai, mais il y a d'un ça qui est terrible c'est qu'il y a des camarades syndicalistes qui ont siégé, son organisme paritaire, les camarades nous qui ont siégé là-dedans. On ça qu'a fait là aussi nous avons des dispositions à prendre par rapport à ça. Il faut aussi sévère, plus sévère avec les grands patrons qui ont doué des centaines de milliers d'euros à la caisse avant d'attaquer nous avons ajouté des cotisations sociales et fiscales, nous pas les douer. Alors, Céline. Est-ce que, par exemple, la CGTG au niveau, enfin la CGT au niveau national, vous avez des liens et est-ce qu'ils sont intervenus peut-être pour vous aider aussi Alors, nous sommes indépendants de la CGT. Par contre, donc on n'a pas reçu de soutien financier de la Confédération CGT. Par contre, au niveau, je veux sur l'aspect juridique un instant. Par contre, sur l'aspect de soutien dans les unions départementales et individuellement, ici et là, des militants nous ont alloué et nous ont aidés financièrement et ils nous ont donc alloué des dons. Donc sur le plan judiciaire, on ne peut pas aller plus loin parce que sinon on aurait créé une jurisprudence de 3e niveau, déjà on l'a fait au 2e niveau avec la cour d'appel et ça aurait été très grave pour l'avenir. Parce que disent les juges? Les juges nous reprochent de n'avoir pas pu prouver dans les 10 jours que la famille des Pointes avait des origines, des antécédents avec l'esclavage. C'est ce qui est grave. Donc déjà dans nos manuels scolaires, il n'y a que 3 lignes sur l'esclavage. Donc il y a des juges qui se permettent de déclarer ça. Mais malheureusement, il s'est venu plus tardivement, c'est Frédéric Régent, en tant qu'historien, nous a sorti une liste où il y a les Pointes qui ont une filiation avec l'esclavage. Ils sont des descendants d'esclaves, ils ont bénéficié, ils ont profité de l'esclavage. Et il y a d'autres historiens aussi qui sont en train de le faire. Mais c'est pour ça que nous mettons en avant 2 revendications. Le remboursement intégral des sommes saisies par... On n'a rien payé, des sommes saisies par les Pointes. Et le deuxième aspect, c'est la révision de ce procès-là, qui est pour nous un procès inique, injuste, et qui remet en cause fondamentalement notre histoire. Et c'est là qu'on doivent s'impliquer les intellectuels. Or, il y a une implication qui n'est pas encore totale. C'est pas en signant seulement un document. Oui, c'est bien, c'est mieux que rien, mais il faut aller au fond des choses. Parce qu'aujourd'hui, c'est la révision de l'histoire, mais demain, ce sera pire. Ce sera des juges qui vont nous dire que vous n'avez pas le droit de faire grève, vous n'avez pas le droit de faire ceci, vous n'avez pas le droit de manifester, et nous sommes en plein état d'urgence. Donc nous sommes dans un contexte où tout est fait pour qu'on interdise aux travailleurs, surtout aux pauvres, de manifester, de se faire entendre. Donc c'est ce qui est grave. Donc la juge en question, la fameuse Denise Gaillard, je nomme son nom parce que c'est inadmissible que quelqu'un qui se permet d'avoir fait autant d'études en droit puisse se permettre sur 10 jours, sur uniquement 10 jours de délai, parce que les avocats n'ont pas produit ces éléments-là, que l'esclavage a été aboli. C'est ce qui est grave.
On est en train de nous dire que la loi Taubira, qui est une loi mémorielle, ce n'est pas une loi qui permet de condamner, effectivement, parce qu'il n'y a pas eu de réparation mémorielle. Et bien, même si cette partie mémorielle, Mme Denise Gaillard a quasiment annihilé cette loi-là. Et c'est grave. C'est grave pour ceux qui sont en train de se former à Visiose dans l'université sur le plan du droit, mais c'est grave pour tout le peuple noir qui a subi l'esclavage de par plusieurs générations, et nous sommes leurs enfants, leurs petits-fils. Donc c'est inadmissible, et c'est grave aussi pour le monde des historiens, qu'ils soient noirs, qu'ils soient indiens, qu'ils soient blancs, qu'ils soient, etc. Donc pour nous, ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on rétablisse la vérité, cette vérité historique que Mme Denise Gaillard a foulée de ses pieds, parce que les Béquiers, deux béquiers riches lui ont dit d'écrire ça, il a écrit. Alors, Jean-Marie Nomertin, ce matin, il y avait une conférence de presse. On voit les banderoles, on parle d'action contre les dépointes. Qu'est-ce que vous avez prévu concrètement par rapport à ça? On est en train de préparer effectivement quelque chose. Parce que pour nous, on a été condamnés sur le plan judiciaire, mais on a dit qu'il faut condamner les dépointes politiquement et économiquement. Et politiquement, ça commence à se faire parce que leur nom circule dans le monde entier en tant que personne qui est en train de réécrire l'histoire avec la complicité d'une juge. Ça, c'est une chose. Deuxième élément important, c'est que nous décidons donc de frapper en coup le 3 novembre, nous bloquer totalement Millénisme, mais il ne s'agit pas seulement de faire ça. Parce que nous avons dit à Millénisme, ni des gérants des boutiques, et ni des travailleurs qui travaillent là, il ne s'agit pour nous d'aimer une action pour faire en sorte que les mêmes dépointes-là prennent décision de licencier travailleurs et de justifier licenciement à travers les actions. Nous avons convié justement les responsables des syndicats et aussi les gérants des boutiques à une réunion qu'a fait jeudi soit à 6h soit jeudi 17 à Minnesota dans cette salle là. C'est pour voir vers qui j'ai nous fait des actions pour laisser le moins de plume possible parce que qu'il y a de façon des dégâts. Nous savons ça, mais qui j'ai nous fait pour c'est uniquement intérêt à les dépointes Jean et Martin Despointes qui touchés. Là, nous passons en phase offensive, en phase de contre-attaque par rapport à ça que tu pensé faire, c'était de cuire la CGTG, de ratiboiser nous pour y tenir la même mise, pour y être après à l'aise pour te licencier, pour y prendre des lois et des décisions raides contre travailler. Donc ça veut dire que dans les jours qui viennent, il faut attendre à dans le magasin qu'il y ait des actions qui sont faites. Tout partout où a fait l'argent, nous qui attaquons. Nous pas ni à Yaped. Nous pas ni à Yaped, nous c'est des dignes fils. Des Ignace, des Masoto, nous sommes des dignes fils et nous avons dit nous pouvons suicider, nous connaissons le respect, bien au contraire. Nous avons limité difficile jusqu'à ce que nous remboursons nous l'argent nous, et deuxièmement que nous refait et décision là que nous prenons là, qui a répété encore une fois, a dit en français, c'est une décision unique, injuste et qui n'a rien à voir avec la justice. Juste une dernière question à ce propos. L'attitude des syndicats d'une manière générale, parce que la CGTG c'est un syndicat, ils ne sont pas tout seuls. D'autres syndicats qui manifestent côté des autres, qui en ont aux autres tout seuls. Alors, il faut dire, jusqu'à avant les montants congés syndicaux, pour des raisons de politique, dans la campagne. Donc, en recevant un texto, à Domota au nom des organisations qui paraissent contre nous. Nous avons notre direction pour définir qui joue nous contre après-midi là, nous, la CGTG. Donc, après-midi là, nous avons dit réellement, parce que ça nous a dit et qui a attristé nous, c'est que le minimum c'est fait nous communiquer. Pour syndicat, on ne doit pas vous communiquer. Nous avons dit quand même, ça a des d'autorité. Pour ne pas vous communiquer, nous pouvons passer tout archive en nous, tout document nous, tout bit en nous, pour ne pas vous communiquer. Par contre, vous signez les lettres de soutien là qu'elle nous fait là. Mais nous avons dit, nous, CGTG, laissez-nous, nous seulement nous avons communiquer, mais depuis un camarade en organisation de difficulté, nous avons soutien, nous avons force, nous sommes présents sur le terrain, même si nous ne sommes pas encore en lot. Mais nous sommes présents parce que nous savons. Donc, ça qui a fait là, c'est pas une attaque syndicale. Ça qui a fait là, c'est une attaque politique. Et c'est ça qui fait nous comprendre, fait nous misérer. Et donc, nous en légitime défense par rapport à ça. Tant que nous pas résoudre ce problème-là, ça, c'est les 2 points. Il y a un remboursement, tout l'argent qui a les 2 points de voler nous, parce que c'est notre vol encore supplémentaire qu'il fait. Après, la famille a déjà volé nous à travers l'esclavage, à travers le fait, ils ont fait nos travail pour, à l'époque, pas une lettre, mais pour emboucher pain jusqu'à ce que mort s'en suive. Yo ka volé nous à travailler nous, yo pas payer nous quand il faut faire grève pour attraper des saïdis comme avantage respect des lois. Yo ka volé nous, là yo prend l'argent si contre nous, mais pire yo ka remettre en cause l'histoire. Donc ça a dépassé l'action syndicale. C'est pour ça que nous avons dit tout le monde qui est pris de justice et de liberté en pays là ça, qu'il y a un minimum d'honnêteté intellectuelle. C'est de dénoncer malhonnêteté intellectuelle là qui en face là, et un juge qui c'est Denise Gaillard qui prend à répéter sous dictée
aller des pointes et à tous les grands patrons en Guadeloupe. Jean-Marie Nomertin, merci de venir. Nous avons action que nous créons, puisque au soit là encore dans le journal de la Ecovine parler de ça, et nous allons espérer que nous restions en contact avec ça. Sinon, on revient tout de suite vers le journal avec Céline, et Céline, la suite du journal. Et on verra, je précise donc le sujet sur la conférence de presse dans le journal de 18h30 ce soir. Et justement, toujours au volet social, aujourd'hui, le bras de fer est entamé entre le personnel de la direction d'Orange Caraïbes et cette même direction à l'appel des syndicats. Une grève illimitée est entamée depuis ce matin. L'intersyndicale a mis sur le tapis des mécontentements de nombreux points, à savoir notamment l'avancement de carrière, la dégradation du nombre de postes ou encore le processus qui reste problématique de reconnaissance. Alors malgré des échanges, la discussion avec la direction achoppe encore sur de nombreux thèmes. Alors il faut savoir qu'on va entendre dans un premier temps l'avis, et on a recueilli ce matin donc les propos des gens qui étaient mobilisés lors de cette grève. Un peu plus tard dans le journal, nous entendrons la direction d'Orange Caraïbes, mais on écoute d'abord donc le point de vue de ces grévistes ce matin. C'était à Pointe-à-Pitre. Il faut savoir ce qui nous a amené aujourd'hui à nous mobiliser aussi massivement, parce qu'il faut savoir que nous sommes sur 3 pays, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Donc ce qui se passe ici, ça se passe aussi également en Martinique et également en Guyane. Donc nous avons fait un constat avec l'ensemble des organisations syndicales qui sont sur notre plateforme revendicative. On peut les citer, Donc il y a la CDTM, c'est un syndicat de la Martinique. Il y a la CGTM, aussi un syndicat de la Martinique, la CGTG qui est de Guadeloupe, l'UTG qui est de Guyane, il y a Sud, il y a Force ouvrière et il y a la CFE-CGC. Donc tous ces syndicats, nous avons fait un constat qui relève de la souffrance au travail parmi nos collègues, et depuis déjà quelques temps. Et cette souffrance, elle est due justement à un manque de personnel, parce que nous avons une pyramide des âges où les gens sont appelés à partir à la retraite naturellement, et ces personnes-là ne sont pas remplacées par des jeunes. On est resté 3 jours en revendication, vendredi, samedi, dimanche dernier, et tout ce que l'entreprise a trouvé à nous dire en face, c'est que c'est vrai que nous sommes conscients qu'il y a une concurrence, il y a tout ça, mais nous savons quand même que dans nos îles, il y a suffisamment de parts de marché pour pouvoir encore embaucher des jeunes sans que cela mette en péril l'entreprise. Donc l'entreprise nous dit aujourd'hui que bon, il y a la concurrence qui va arriver, mais ça, il y a longtemps qu'elle est là, la concurrence. Ça fait déjà 42 ans que j'entre à l'intérieur et je trouve qu'il y a des injustices. Il y a des agents qui sont humiliés par rapport à leur parcours professionnel. On n'est pas des merdes. Il y en a qui rentrent, il y en a 3 ans. Il y en a 3 ans qui rentrent dans l'entreprise, devenue France Télécom, c'est Poste Télécommunications, France Télécom Orange. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'entreprise a changé complètement de façon de fonctionner. On a une nouvelle direction qui est arrivée et qui est plus axée sur les représailles, sur la peur, faire peur aux délégués syndicaux, aux représentants du personnel. Parce que quand on attaque les représentants du personnel, s'ils aboutissent à faire peur aux représentants du personnel, vous comprenez bien que le personnel lui-même, ils sont foutus, quoi. Pour le moment, notre préavis de grève, elle est illimitée. Donc nous, on attend la reprise du travail, ça dépend de l'entreprise. Si l'entreprise nous convoque cet après-midi et qu'elle nous donne les résultats sur les revendications qu'on lui a présentées, donc nous, on lève le préavis de grève. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, et je vous rappelle qu'avant la fin de ce journal, nous entendrons le point de vue de la direction d'Orange Caraïbes, que nous sommes allés interviewer ses propos. Donc dans quelques minutes, dans notre journal, au rayon politique, Éric Jalton dit bravo à Harry Chalus et merci aux électeurs, pas assez malheureusement, qui ont donné leur voix à Victorin Lurel aux abîmes lors de ce second tour des régionales. On va l'entendre réagir donc à ces résultats. On va remercier tous les Guadeloupéens généralement, et les Abîmiens en particulier, qui ont quand même bien voté, correctement, pas dire massivement. Lors d'autres échéances, il y a davantage de participation, mais quand même pour une élection régionale, c'était une bonne participation, et c'est un exercice démocratique auquel s'est livrée la population. C'est une bonne chose pour la démocratie en Guadeloupe. Évidemment,
Je remercie tout particulièrement ceux et celles qui, en Guadeloupe, comme aux Abîmes, ont porté leur suffrage sur notre liste, celle que nous soutenions, sur laquelle d'ailleurs je figurais moi-même et bon nombre de colistiers de la frappe. Donc on a fait un très beau score. Malheureusement, évidemment, le suffrage universel, la population a décidé autrement, puisque la liste conduite par M. Chalus a remporté ces élections. Donc je le félicite évidemment la tête de liste, M. Chalus, pour cette élection. Au deuxième tour, il n'y a pas eu de tsunami qu'on nous avait annoncé au premier tour, comme Murel en 2010, mais l'élection est nette au deuxième tour. Je félicite également tous ces colistiers, particulièrement ceux qui vont siéger à l'Assemblée régionale. Je félicite donc le futur président de région et l'ensemble de l'Assemblée régionale dans sa double représentation de la majorité et la minorité. Je note que pour les Abîmes, nous serons, si mes informations sont exactes, 3 plus 2, ce qui ferait 5 Abîmiens au sein de l'Assemblée départementale, ce qui me semble, toute tendance confondue, une représentation équitable. Harry Chalus en Guadeloupe et Alfred Marie-Jeanne en Martinique, de nouveau président de région et donc de nouveaux interlocuteurs pour la ministre des Outre-mer. Elle exprime également sa relative surprise concernant ces résultats. On l'écoute tout de suite au micro de notre correspondant à Paris, Maurice Cessé. Quelque chose qui est très très frappant, puisque ce sont quand même deux élus sortants importants et qui, selon moi, avaient fait un travail de qualité, qui ont été battus. Apparemment, la population a souhaité un changement. Bien évidemment, c'est son droit le plus absolu. Donc maintenant, nous, de toutes les manières, en tant que ministère des Outre-mer, nous allons continuer à travailler avec les nouveaux élus régionaux. Donc je vais les recevoir. Rodolphe Alexandre m'a déjà demandé un rendez-vous. On verra avec eux dans ce qui était prévu avec leurs prédécesseurs, qu'est-ce qu'ils veulent garder et qu'est-ce qu'ils veulent faire évoluer. Par ailleurs, il y a entre Rodolphe Alexandre et donc le président de la Réunion, il y a plutôt une forme de stabilité puisqu'il a été reconduit. Donc là, encore une fois, c'est la démocratie. Un petit pincement au cœur quand même dimanche quand on connaît votre attachement pour Victorien Lurel. Ah, tout à fait, tout à fait. J'ai du mal à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, puisque je trouve que justement la Guadeloupe, que ce soit Victorien Lurel, que ce soit Serge Etchimi, la Guadeloupe et la Martinique avaient des élus vraiment de qualité respectés. Donc il faudra comprendre ce qui s'est passé. Et moi, de toutes les manières, bonne amitié demeure entière pour les deux. Voilà, avant de tourner une page de publicité, en bref, sachez, Danick, que la préfecture annonce qu'à l'approche des fêtes de fin d'année, eh bien, une opération antifraude a été opérée à Pointe-à-Pitre dans 14 commerces. L'opération a visé des magasins avec ou sans enseigne, des commerces ambulants, mais aussi des vendeurs à la sauvette. De multiples infractions ont été relevées, note la police, notamment du travail dissimulé et des défauts d'information des consommateurs, à savoir que des marchandises alimentaires ont également été saisies. Voilà, il est presque 13h, on prend une courte page de publicité. Danick, avant de parler de la COP21. Oui, avec Madame Anaïs Top qui est là. Donc ce sera top. Donc, ce sera top, forcément. On n'a pas fait exprès. Allez, à tout de suite. Retour donc sur le plateau du ZCL, il est 13h04. La semaine dernière, on parlait encore, juste avant les élections, de la COP 21, puisqu'on est déjà pratiquement en train de préparer la COP 22. Mais en Guadeloupe, Cap Excellence a décidé pour cette semaine, en tout cas pour demain, d'organiser un séminaire interne à SONIS qui appartient, il faut le préciser, à Cap Excellence. Et pour cela, on a désigné Madame Anaïs Top, bonjour. Bonjour. Comme coordonnatrice de ce séminaire, de cette journée. Alors, quel est l'intérêt de cette journée? L'intérêt, c'est vraiment de permettre à tous les agents de Cap Excellence, quelles que soient les compétences sur lesquelles ils sont, de vraiment décrypter cette COP 21, en comprendre les enjeux, savoir qui sont les acteurs, et puis surtout en comprendre la déclinaison
à l'échelle nationale, à l'échelle territoriale et pour Cap Excellence. En tant que EPCI, donc établissement public de coopération intercommunale, nous avons un rôle à jouer dans cette COP21 et surtout dans les impacts de cette COP21 et les actions à mener. Ça veut dire que la COP passait au-dessus de nos têtes, c'est ça? Non, je ne pense pas que la COP soit passée au-dessus de nos têtes, mais je pense que des fois, ça paraît loin. Ces problématiques-là paraissent lointaines. Et surtout, lorsqu'on parle de développement durable, lorsqu'on parle de climat, on a l'impression que seuls les acteurs de l'environnement sont concernés. Alors que dans les actions à mener, il y a des actions économiques, il y a des actions sociales. Donc vraiment, tous les piliers du développement durable sont concernés. Et à Cap Excellence, lorsqu'on a des compétences telles que le développement économique, par exemple, on est acteur en dehors, bien sûr, de la direction de l'environnement, par exemple. Alors on a vu ces images, tout le monde applaudir à la fin de la COP21 et qui se satisfaisait de l'accord obtenu entre tous les pays présents. Est-ce que vous, personnellement, en tant qu'ingénieur, vous trouvez que justement on doit se satisfaire de cet accord? Est-ce qu'il est bien conforme en fait à ce qu'on attendait de la COP21? Est-ce qu'on c'est un petit peu du moins dit, du mieux dit, ou est-ce qu'on est dans la ligne qu'on s'était fixée? Je pense que dans des accords comme ça, on essaye d'avoir un consensus et du coup, en fonction des attentes de chacun, peut-être certaines personnes peuvent être déçues par les résultats de cette COP. En tout état de cause, ce qui est important, c'est de savoir comment, à nos échelles, on peut agir. Qu'il y ait des accords nationaux, des accords internationaux, c'est très bien. Ça veut dire qu'au niveau de ces différents États, il y a un engagement fort. Maintenant, plus localement, il y a des choses à faire également. En dehors, ou plutôt dans la continuité de ces accords, il y a des choses concrètes, des actions concrètes qui peuvent être menées à des échelles plus locales. Mais justement, l'esprit de la COP21, c'est quand même un accord contraignant. Forcément, il faut réduire l'impact des activités humaines sur l'environnement. Justement, au niveau de l'aspect contraignant, qu'est-ce que ça va, par exemple ici en Guadeloupe, sur quoi ça va jouer ? Sur quoi ça va porter concrètement cet accord? Pour l'instant, c'est un petit peu tôt en fait pour savoir concrètement quels seront les impacts à l'échelle locale. Cela étant dit, avant la COP21, très récemment par exemple, nous avons eu une loi de transition énergétique. Dans cette loi, par exemple, l'un des axes forts, ce sont les énergies renouvelables. En Guadeloupe, nous sommes sur un territoire où nous avons la possibilité de développer toutes sortes d'énergies renouvelables. Et lorsque la ministre du Développement durable est venue sur notre territoire l'année dernière, elle a souhaité que la Guadeloupe, mais également la Martinique, soient des précurseurs dans cette loi de transition énergétique et puissent notamment vraiment être pro-acteurs dans le développement de ces énergies renouvelables. Ça a un impact au niveau de l'alimentation en énergie, mais c'est aussi un impact économique. Ça veut dire de nouvelles filières qui sont développées en interne. C'est un impact sur l'environnement, puisque en fonction des choix qui vont être faits, il va falloir aussi être attentif à comment toutes ces énergies renouvelables, lorsqu'elles seront implantées sur le territoire, peuvent impacter notre environnement. Donc c'est tout un tas d'activités, si je puis dire, qui découlent de ces orientations à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Alors, si on prend le cas de Cap Excellence, qui est une communauté d'agglo assez importante, quelles sont les actions en dehors de ce séminaire que Cap Excellence veut initier, veut lancer dans le domaine des énergies renouvelables, par exemple, dans le périmètre qui vous concerne? Alors, sur notre périmètre, les énergies renouvelables, ça va être principalement du solaire. Oui. Et c'est vrai que c'est... Vous gérez quand même l'eau, quand même. Oui, nous gérons, on a effectivement en compétence la gestion de l'eau, mais on est plus dans de la gestion... pouvoir amener l'eau au robinet des gens, si je puis dire. Oui. Donc on est dans la gestion de l'eau potable et de l'assainissement. Pour l'instant, on n'a pas d'axe de développement d'énergie hydraulique, par exemple. Cependant, depuis 2 ans maintenant, nous avons élaboré un PCET, Plan Climat-Énergie Territorial, dans lequel il y a des actions concrètes à mener sur notre territoire, sur des axes d'énergie,
mais aussi du transport, sur de l'accompagnement des entreprises également, donc un aspect économique, sur par exemple du développement ou du retour à des saveurs locales, donc tout un tas d'actions qui visent à réduire l'impact du territoire, en fait, des habitants et des activités, économiques du territoire de Cap Excellence sur le climat. Si on prend par exemple le cas du transport automobile, oui. On sait très bien que dans la région Abîme, Bimao, Pointe-à-Pitre, à ces heures, mieux vaut être chez soi qu'en voiture. Est-ce que là, il y a quelque chose qui est prévu pour le désengorgement? Totalement. Sur le transport, c'est un des axes forts de notre PCET et c'est un axe sur lequel nous travaillons avec le syndicat mixte des transports qui est en charge justement donc, de l'organisation du transport urbain sur la zone de Cap Excellence. Et vous venez de perdre le président d'ailleurs. Pardon? Vous venez de perdre le président de ce syndicat. Tout à fait, puisque oui. le président du syndicat mixte de transport était monsieur Chalus. Et donc les actions que nous menons avec ce syndicat mixte, c'est vraiment améliorer le transport en commun sur cette agglomération. Donc il y a un travail considérable qui est fait par le syndicat depuis de nombreuses années. Nous l'accompagnons puisque nous sommes également membres du syndicat. Et puis en parallèle, nous avons des actions ponctuelles. Par exemple sur le carnaval. Depuis 2 ans maintenant, nous mettons à disposition des navettes gratuites permettant aux personnes de l'agglo, mais aussi aux personnes de toute la Guadeloupe, puisque pour le dimanche, ce dispositif est étendu vraiment à toute la Guadeloupe, de venir assister à ces parades carnavalesques en bus. Donc c'est beaucoup moins de voitures sur la route, beaucoup moins de missions. Et puis c'est aussi un accès à la culture, puisque le développement durable, c'est aussi ça, permettre à des personnes qui n'auraient pas eu l'occasion de le faire, de venir assister à ce type de manifestation. Mais justement, Dany parlait des transports, et quand on regarde, on est en plein dans les énergies fossiles encore. Tout le monde, quand on voit on est tous avec notre voiture personnelle, et il y a toujours du monde aux stations. Enfin, j'ai l'impression qu'on est encore très très loin des ambitions qu'on s'est fixées. Et est-ce que, par exemple, sur Cap Excellence, forcément, c'est toujours louable, en fait, les bons gestes, les bonnes initiatives, mais ça reste, on a l'impression un petit peu... voilà, sur un territoire en particulier, est-ce que si les actions ne sont pas globales sur tout le territoire, est-ce que c'est pas dommage en fait? Alors forcément, si tout le monde fait, c'est mieux. Maintenant, je pense que chacun est responsable de ce qu'il peut faire sur son périmètre de compétences. Cap Excellence, c'est Pointe-à-Pitre, Abîme, Bimao, c'est non négligeable. C'est le premier bassin d'emploi, c'est la ville la plus peuplée aux Abîmes. Donc je pense que déjà, si nous faisons, c'est impactant. Maintenant, je pense qu'à l'échelle régionale, il y a aussi des politiques qui sont mises en œuvre. À l'échelle nationale, à l'échelle internationale, on le voit avec la COP 21. Se dire nous ne faisons pas parce qu'à côté personne ne fait, ça ne mènera à rien. Donc à notre échelle, nous faisons de la sensibilisation, des actions concrètes avec différents plans, différents schémas, différentes actions qui sont mises en œuvre concrètement sur le territoire. Et puis on espère aussi l'effet boule de neige. Si ça fonctionne chez nous, ça peut donner envie aussi au territoire à côté. La boule de neige, il risque de fondre. Je viens sur une thématique de votre séminaire de demain, l'impact du changement climatique dans la Caraïbe. Est-ce que dans votre PCET, vous avez pris conscience de ces impacts réels et qui sont mesurables? On sait qu'il y a Guadère qui mesure l'air quotidiennement. On a vu tous les défauts, les problèmes et les problématiques. Il y a quelques mois, on avait le sable qui venait, etc. Est-ce qu'à Cap Excellence, vous mesurez tout ça et que l'information citoyenne passe? Pourquoi je vous pose la question? C'est parce que vous faites un séminaire interne, mais le grand public aussi est concerné. Totalement. Alors déjà, je veux vous répondre sur la première partie. Est-ce que nous sommes conscients de cet impact à Cap Excellence, impact climatique à Cap Excellence, totalement. Dans le PCET, nous avons une partie adaptation au changement climatique, donc des actions en faveur de l'adaptation au changement climatique. Séminaire interne, pourquoi? Puisque ce sont les agents de Cap Excellence, dans leurs compétences respectives, qui vont par la suite mettre en œuvre des actions sur le territoire. Donc il nous semblait essentiel de sensibiliser, d'informer, de permettre à tous les agents de prendre conscience qu'à leur niveau et avec les compétences qu'ils exercent, ils sont eux aussi
acteurs du changement climatique. C'est pour cela qu'on a commencé par ce séminaire interne, justement dans le cadre de la COP21, puisque ça vient de se terminer, hein, l'accord a été signé le 12 décembre, mais bien évidemment, en début d'année prochaine, nous proposerons au grand public des actions qui découleront de ce séminaire, et j'ai envie de vous dire que nous avons déjà, depuis que nous avons adopté notre PCET, réalisé de nombreuses actions à destination du grand public. Ça veut dire qu'on va réduire les climatisateurs à l'intérieur même de Cap Excellence. Alors, vous ne croyez pas si bien dire. Au-delà du PCET qui s'applique effectivement au territoire, demain, nous allons proposer aux agents qui le souhaitent de signer une charte, la charte de l'agent éco-responsable. Sur cette charte, nous proposons aux agents de s'engager sur 27 points qui concernent l'électricité, les économies d'eau, la façon de communiquer, la mobilité. Donc, le papier aussi. Le papier également. Le papier également. Donc, il y a des petits gestes communs comme éteindre la lumière. Et puis, il y a des choses qui méritent un petit peu plus de réflexion sur les stratégies de communication. Lorsqu'on communique en interne, lorsqu'on communique en externe, quels moyens d'utilisation, quel impact nous avons lorsqu'on utilisons tel ou tel moyen de communication. Par exemple, concrètement, ça veut dire quoi? Très concrètement, par exemple, lorsque on décide de faire un flyers pour une manifestation, là, je suis sur du papier, oui. Plutôt que de faire des choses complètement colorées, et vernis, se dégradent très difficilement. Voilà, on peut utiliser d'autres visuels qui vont utiliser moins d'encre. Donc là, on est sur du support de communication. D'autres choses qui se connaissent moins, lorsqu'on décide d'envoyer des emails, lorsqu'on inonde comme ça les personnes d'emails, ça a un impact en fait. Le nombre le nombre de contacts, oui, de connexions et de contacts que vous avez dans votre email a un impact. Plus vous avez des personnes, plus ça va être impactant. Donc ça fait chauffer les serveurs, c'est ça? Totalement. Là, on a une plus grande échelle. Finalement, le trafic numérique aussi qui chauffe, quoi. C'est ça. Et on a ces images, ça se passe sous des grands serveurs comme ça qui dégagent une chaleur folle, en fait. Un serveur comme Facebook que nous utilisons tous, oui. Représente, si on devait comparer les émissions juste de Facebook à un pays, ce serait l'un des pays les plus émetteurs de la planète. Donc c'est pour vous dire, il y a des mesures qui sont prises au niveau de ces grandes entreprises, mais ça veut dire que nous aussi, dans notre façon de communiquer, il faut qu'on ait conscience de ces choses-là et peut-être faire en fonction. Ça ne veut pas dire ne plus communiquer, ne plus utiliser d'email ni quoi que ce soit, mais ça veut dire être conscient de ça. Peut-être être plus sélectif plutôt que d'envoyer... à tort et à travers. Alors, très rapidement, on ne va pas décliner tout le programme. Alors, ça démarre demain à 8h, c'est ça? Voilà, nous serons donc tous les agents de Cap Excellence de 8h à 13h en séminaire demain matin, avec une première partie qui sera dédiée vraiment au décryptage de cette COP, comme je vous disais, les enjeux, les principaux acteurs et puis les premiers résultats aussi. Ensuite, vraiment une intervention de l'ADEME sur les impacts du réchauffement climatique dans la Caraïbe, puisque nous sommes des îles. Lorsqu'on parle de réchauffement climatique, on parle aussi de montée des eaux, et c'est des choses qu'on observe très concrètement. Voilà, à la Darse, on voit tout de suite. Hein. Totalement. À la Darse, à Jarry également. On voit vraiment ces impacts concrets sur nos territoires. Et puis après, donc, on s'attachera à regarder un petit peu les déclinaisons en fait, de ces grandes orientations à l'échelle de Cap Excellence, donc avec le PCET, et puis à l'échelle des agents avec la charte de l'agent éco-responsable. Donc c'est madame qui va animer ce débat, et visiblement ce sera top. Ouais. 2 fois. Merci en tout cas Anna Stop d'être venue nous dire ça. Merci à vous. On termine sérieusement et on passe tout de suite au journal. Il est déjà 13h19, Céline. Eh bien oui, on revient donc au volet social. Je vous le disais, ce bras de fer entamé entre le personnel de la direction d'Orange Caraïbes et cette même direction depuis ce matin. À l'appel des syndicats, je rappelle, une grève illimitée est entamée aujourd'hui. Alors après avoir entendu l'intersyndicale et les grévistes, nous allons écouter à présent la réaction de la direction d'Orange Caraïbes.
Effectivement reçu un préavis de grève la semaine dernière, je crois que c'était le jeudi. Aussitôt, la direction a mis en place des négociations avec les organisations syndicales qui ont duré le vendredi toute la journée, samedi toute la journée et dimanche toute la journée. D'ailleurs, négociations qui sont passées plutôt dans un climat serein et bon enfant. À l'issue de ces négociations le dimanche soir, la direction a fait des propositions. Les organisations syndicales et donc l'intersyndicale devaient revenir vers la direction aujourd'hui. Et ne voilà-t-il pas que nous avons un mouvement de grève. Alors nous sommes un peu étonnés, mais nous restons tout à fait ouverts et dans l'attente d'une prise de contact avec les organisations syndicales. Pour ce qui est du management par la peur, écoutez, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui ressort spécifiquement. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour le moment à ce sujet-là. Depuis l'arrivée de Stéphane Richard, donc en 2008-2009, il y a eu une véritable inflexion qui a été faite au niveau national sur l'accompagnement managérial, sur l'accompagnement des équipes, sur le fait qu'on ne cherche pas à faire du chiffre à outrance. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà entériné depuis pas mal de temps. Ce que je peux dire, c'est qu'ici, sur la direction d'Orange Caraïbes, parce que c'est ce qui nous intéresse, il y a réellement une mise en place du dialogue syndical, du dialogue social. Il n'y a pas de cas de risques psychosociaux avérés ni remontés. Donc à partir de là, nous restons encore une fois complètement ouverts et disponibles à la discussion. Mais encore une fois, je réfute ce terme de management par la peur. Ça n'existe pas à Orange Caraïbes. Dans les faits divers, en bref, sachez qu'un accident s'est produit ce matin près de l'école primaire Mulatresse aux Abîmes, impliquant un scooter qui, une fois de plus, j'ai envie de dire, a opéré un dépassement dangereux. Notre reporter Yanis Pequigno était dans le secteur, il a fait quelques images pour nous. Alors attention, à l'heure du déjeuner, il y a un peu d'hémoglobine dans ce sujet. Alors si vous êtes sensible, éloignez-vous de votre poste de télé. On regarde ces quelques images. Un accident qui est un petit peu pas joli à voir. C'est deux personnes sur un scooter qui, comme d'habitude, a voulu dépasser sur la droite et se sont pris une voiture. Alors du coup, c'était pas très joli à voir puisqu'on est à bord de deux écoles. Ils se sont heurtés sur les barrières de sécurité que vous voyez là. Ils ont perdu beaucoup de sang. Il y a une qui s'est fait rentrer un bout de fer dans les pieds et l'autre qui a eu juste une grosse coupure au niveau du bras gauche. J'ai porté secours, j'ai appelé, je l'ai fait un garrot. Et la dame justement qui a causé l'accident, elle était témoin, elle panique parce qu'elle était effrayée, mais sinon les urgences sont arrivées au moment qu'il fallait et ils ont fait ce qu'il fallait. Ils sont encore là puisqu'ils doivent faire la déclaration, mais malheureusement le scooter a disparu, ils sont partis avec. Voilà, donc pour ce fait divers et cet accident, il faut être prudent quand on est en deux roues. C'est un peu sanguinolent. Ça l'est un peu, oui. Mais en même temps, c'est la réalité. Donc c'est un appel à la prudence. Oui, juste un sujet sur l'économie sociale et solidaire qui représente 11% de l'emploi privé dans notre archipel. Ce n'est pas rien. C'est l'ambition soutenir ce secteur. C'est l'ambition du dispositif local d'accompagnement, le DLA, porté par la BGE. L'outil est dédié aux associations et autres structures d'utilité sociale. Un bilan de l'année pour ce dispositif a été fait ce matin au centre Sonis aux Abîmes. On regarde un petit peu le compte rendu. Centre Sonis qui appartient à Cap Excellence. À Cap Excellence, il faut le préciser. On regarde. On remet aujourd'hui des attestations de participation aux ingénieries collectives qu'on a organisées tout au long de l'année 2015. Donc le DLA, c'est un dispositif d'accompagnement des structures d'utilité sociale, donc les associations à 95%. Et on propose des diagnostics, des ingénieries individuelles, également des ingénieries collectives. Donc aujourd'hui, c'était l'occasion de présenter un petit peu les accompagnements qui ont eu lieu et de remettre aux participants des attestations de participation pour valoriser leur parcours professionnel. Nous avons décidé avec le conseil d'administration qu'il faudrait avoir un développement beaucoup plus poussé par rapport à ce que nous proposons. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes orientés vers le DLA pour justement nous aider à avoir un vrai projet associatif afin de développer au mieux notre structure. FOLEP Guadeloupe, c'est une fédération multisport. Donc comme toute fédération, on est sur l'association loi 1901, donc on se retrouve avec des bénévoles mais aussi des professionnels. Le DLA permet de structurer un peu le tout, tant le bénévole, tant le professionnel.
Donc ça nous apporte des compétences supplémentaires à ce qu'on a déjà, tout un chacun. Et après, on arrive à structurer nos projets, structurer l'activité, structurer donc l'association. Cette formation te permet, entre autres, d'arriver à trouver des financements à droite et à gauche. Chaque année, nous établissons un programme en fonction de ce que nous collectons comme besoins sur le terrain. Donc ce sont tous les besoins, toutes les difficultés transversales que rencontrent les associations. Donc ça part de l'écriture de projets associatifs, à la recherche de financement, la comptabilité, la gestion, l'organisation interne. Enfin, on balaie un petit peu tous les sujets que peuvent rencontrer les associations en termes de difficultés. Voilà, sujet signé Charlie Dagonia. On finit par le tweet du jour, on va le voir à l'écran, il est signé Memona Interman, je rappelle, elle est journaliste, grand reporter et elle siège aujourd'hui au CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Dans son tweet, elle dit ceci, elle reprend la une du JDD, 13 régions, 13 batailles et quid de l'outre-mer, manifestement oublié donc sur cette une à propos des régionales, et elle cite Aimé Césaire, nous sommes toujours des Français entièrement à part. Voilà le tweet de Memona qu'on peut retrouver sur Twitter si on est bien sûr, elle n'a pas tort. D'ailleurs, le CRIFOM aussi est intervenu pour vous dire à peu près la même chose. Mais enfin, bon, sur l'absence en fait voilà, de relais. Est-ce surprenant ça ne l'est pas malheureusement. That is the question, parce que régulièrement, ces pays-là ne sont pas cités dans les dépêches. Vous savez, même en termes d'accident, quand il y a un accident grave dans une région française, on dit qu'il y a eu 4 morts quelque part. C'est arrivé ici qu'il y ait des accidents et plus d'une quinzaine de morts. Ça, évidemment, ça n'émeut pas la presse française. Bon, enfin, c'est comme ça. En tout cas, on ne va pas trop se plaindre. Il est déjà 13h et presque 28 minutes. Ça va être l'heure de la pub. On termine aujourd'hui un petit peu tôt. Vendredi soir, souvent pas comme ça. Demain, on a 4 invités, dont la chocolatière. Vous allez être contente. Bon, en tout cas, on vous remercie d'être avec nous. Si vous êtes encore à table, bon appétit. Et puis, on remercie nos invités du jour, M. Jean-Marie Nomertin. Et on rappelle que le sujet du reportage de ce midi sera diffusé dans votre journal ce soir à partir de 18h30. Et sinon, Céline, on se retrouve demain. Mais oui, comme d'habitude. Un verre d'eau. Bon après-midi. Bon après-midi, merci. Demain. Salut. Bon, madame, top. Au revoir.